cette surveillance qui existe qui n'a pas de but précis et qui est un espionnage des communications électroniques et téléphoniques des gens, parfois d'un pays entier. C'est le cas de la Biélorussie où en général on peut lancer une action sur quelqu'un pour déchiffrer en fait toutes ces communications téléphoniques, mais la personne en question n'est pas au courant, donc elle ne sait pas qu'elle est observée, mais la Biélorussie est quand même la dernière, vraiment la dictature de l'Europe. C'est encore un pays qui a la peine de mort, donc c'est vraiment et voilà. Et ce qu'il y a... C'est la honte de l'Europe. Enfin, c'en est une. L'une. Oui. Donc le Royaume-Uni, qui a adopté une loi qui porte sur les pouvoirs en matière d'enquête, qui a considérablement accru le pouvoir des autorités. Donc en ce qui concerne l'interception, la rétention et les autres formes de piratage de communication et de données numériques, sans qu'il soit nécessaire d'avoir de soupçons raisonnables à l'égard des personnes concernées. Donc c'est un pas important dans le sens d'une société où le droit de la vie privée n'est tout simplement pas reconnu. Et en fait, c'est dans l'Europe occidentale, c'est vraiment une loi qui est la plus avancée dans ce genre d'enquête. Pour ce qui est de la liberté d'expression, je vous ai donné toute une liste. Je vais vous donner aussi l'exemple de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie fait de la liberté d'expression en même temps que la sécurité, c'est-à-dire qu'ils prennent le prétexte d'une loi antiterroriste ou contre-terroriste pour aller contre les manifestations. Alors je cherche donc il y a eu une manifestation qui était largement pacifique, donc il y a toujours un petit peu des choses difficiles, qui dénonçait l'accaparement des terres en Éthiopie avec une compensation qui était inadéquate, et donc dans la région de Oroma. C'est les peuples Oromo. C'est pas limité à l'Éthiopie, non, c'est toute une partie de l'Afrique qui est concernée. Oui, qui est concernée. Et donc les forces de sécurité ont tué plusieurs centaines de personnes et blessé ou arrêté plusieurs milliers de personnes de façon arbitraire. Et donc ils ont pris le prétexte de cette loi antiterroriste pour arrêter journalistes, opposants politiques, membres de l'opposition, etc., et militants des droits humains. Alors je ne vais pas vous parler de la Turquie, parce que la Turquie, tout le monde connaît, donc c'est pas un scoop. Oui. Pourquoi limite-t-on à ces pays emblématiques, tels que ceux que vous avez donné en exemple, parce que c'est un phénomène maintenant qui se généralise de plus en plus et qui concerne le monde entier, oui. L'Amérique du Sud, pourquoi est-ce limité? C'est pas parce que par exemple, la Chine est un des acteurs majeurs dans cette diversification d'achats. Oui, c'est pas limité en fait à ces pays-là, mais simplement c'est vrai qu'on prend des exemples. La liberté d'expression pour Amnesty, ça a toujours été des personnes, et derrière les chiffres, et derrière les exemples, et on a des exemples précis, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est peut-être... parce qu'il y a l'Amazonie qui est aussi un exemple. En fait, ce que je voudrais dire sur la liberté d'expression, c'est qu'il y a quelques années, il y avait un secrétaire général, pas celui qu'on a maintenant, qui avait dit dans un discours à l'interne, mais en fait c'était à l'externe, en disant que les droits civils et politiques étaient quand même le plus souvent acceptés, mis en œuvre, et que c'était ce n'était pas le cas des droits économiques, sociaux et culturels. Donc Amnesty a commencé à travailler sur ces droits économiques, sociaux et culturels. Et maintenant, la mission d'Amnesty, c'est de travailler sur l'ensemble des droits qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce qu'il y a, c'est que quelques années plus tard, maintenant on y est, on se rend compte qu'en fait la liberté d'expression, on y revient et c'est devenu un thème majeur. En fait, vous verrez dans le rapport et dans l'avant-propos que les grands thèmes qui sont sur
sur c'est les réfugiés d'une part, et le droit d'asile, et d'autre part la liberté d'expression. Donc, ce qu'il y a aussi qui est en mise en accusation, c'est le fait qu'il n'y a plus de coopération internationale et que les discours tendent à essayer de montrer que les gouvernements se restreignent à leur propre pays et qu'il n'y a plus de coopération internationale. Je vais vous lire quelques discours de personnes qui sont, en commençant par le plus connu d'entre eux, c'est-à-dire notre cher Donald Trump. Oui, il va nous coûter cher. Alors là, pour Amnesty, pour le rapport annuel, c'est sûr que c'est sur la campagne électorale et pas sur ce qu'il a fait après, puisque c'est un rapport sur 2016. Donc je rétablirai le waterboarding, vous savez ce que c'est? Oui, on étouffe les gens dans de l'eau. Et je rétablirai. C'était déjà sous Obama, hein, ça. Ça a été interrompu sous Obama. Ah oui, mais c'était autorisé. C'est plus autorisé, non. Ah ouais? Oui, il vers la fin? Oui, vers la fin. Ouais. Non, ça a été. Parce que j'ai lu des textes sur la torture aux États-Unis. Même lui dit qu'il le rétablira et qu'il rétablira bien pire que le waterboarding. Il a eu d'autres discours où il était en faveur de la torture. Oui. Theresa May, qui a déclaré en 2016, quand elle était ministre d'État à l'Intérieur, que la Convention européenne des droits de l'homme n'apporte rien à notre prospérité et réduit notre sécurité. Il faut dire que le Royaume-Uni a été très souvent condamné par par la Cour européenne. Rodrigo Duterte, le président philippin, qui, dans le cadre de la guerre contre les stupéfiants, Hitler a massacré 3 millions de juifs. Actuellement, il y a 3 millions de toxicomanes. Je serais ravie de les abattre. Alors, avec ce genre de discours haineux et toxique et cynique, finalement, il y a des conséquences sur l'instabilité et la non-coopération. Et on voit aussi au sein du Conseil de sécurité qu'il y a une détention entre les membres et que finalement, il y a un certain nombre de choses qui ne se font plus. Et ce qu'on est en train de voir, c'est une indifférence, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où un certain nombre de grands États faisaient pression sur les autres pour qu'effectivement il y ait des améliorations sur les droits humains. Actuellement, ils sont plutôt en train de s'occuper de leur pays et souvent avec des discours, justement, des discours de tel ordre dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de conquérir le pouvoir. Et c'est extrêmement dangereux. Donc j'étais partie sur une idée, là... De ce point de vue-là, on peut comparer, par exemple, un pays proche, c'est l'Autriche. Je me souviens que la première fois qu'il y avait un danger d'extrême droite, tout le monde s'est mobilisé, on a manifesté devant le consulat. Bon là, tout le monde s'en fiche. Hein. Voilà. Donc il y a ça, et le fait qu'on a vu l'impuissance des États avec Alep. Oui. Ce qui se passe au Soudan du Sud, c'est un des conflits oubliés dont on parle peu, qui est actuellement dans une phase de plus en plus haute, avec maintenant des dangers de famine, puisque ça fait partie je crois qu'hier il y a eu un colloque par l'UNICEF qui, dans cette région de l'Afrique, il y a près d'1 million d'enfants qui risquent de mourir de faim. Et donc c'est les conséquences de la guerre civile au Soudan du Sud, puisqu'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien. Les gens sont partis, il n'y a plus la possibilité de cultiver. Et il y a des situations dont on parle très rarement. Je pense par exemple au Sahraoui, par rapport au royaume du Maroc. Oui. Les Sahraouis, c'est des vieux conflits. Oui, mais bon, on n'en parle plus. C'est comme si ça n'existait plus, comme si les choses étaient réglées, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Non, elles ne le sont pas du tout. Les Rohingyas, par exemple, en Birmanie, Rohingyas aussi. C'est pas non plus du tout... et puis c'est aussi ce qu'on reproche à Aung San Suu Kyi, parce qu'elle n'a pas du tout réagi
Alors, est-ce qu'elle est coincée entre l'armée et son gouvernement? Ça, c'est une possibilité. Alors, je ne sais pas si vous parlez de Mayotte, par exemple, aussi, parce que là-bas, il se oui. passe des choses effroyables. Oui. Il y a un centre de rétention, il y a des milliers de gens. Hein. Je sais. Et puis bon, dans des conditions qui semblent vraiment... Les conditions sont terribles. Ouais. Mais là, on en Et ça, c'est la France. C'est la France. Mayotte. Oui. Là, j'étais en train de parler du monde entier. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que, alors, donc, pour 2017, les choses ne vont pas s'arranger parce qu'on parle d'une situation chaotique et il y a des élections dans un certain nombre de pays, on parlera des élections françaises, et que donc ces discours haineux vont faire que, au lieu d'avoir une coopération internationale, on va avoir une situation internationale où il y aura des confrontations qui peuvent être dures. On est sur une pente descendante. On est sur une pente C'est descendante. un peu comme avant Parce 14. Que, en fait, les États sont en régression par rapport à leurs engagements anciens. Et ils se défendent de leurs engagements qu'ils avaient pris au niveau international. Okay. Parce que vous voyez aussi que certains pays ont décidé de quitter la Cour pénale internationale. Donc nos 3 pays africains, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi. On ne parle pas non plus du Burundi parce qu'il y a aussi une guerre civile et des arrestations en masse. Et donc ces pays ont décidé de quitter la Cour pénale internationale, ce qui fait que cette justice internationale qui est effectivement, on ne peut pas dire qu'elle marche très bien, mais enfin elle existe. Et donc là, le fait qu'il soit suspendu, c'est quelque chose de vraiment important et de dommageable. Pardon. Oui, je vous en prie. Cette pente descendante, elle inclut la France? Oui, elle inclut la France. Elle inclut la France. Mais de manière pas aussi dramatique que... Je sais pas. On peut s'inquiéter, bien sûr. Ah oui, on s'inquiète. Chacun à son niveau, quoi. C'est clair qu'on s'inquiète. Est-ce qu'on peut être désespéré de la France? En tout cas, Amnesty, si vous regardez la partie France, désespère un peu de la France. C'est bien pour ça qu'elle a décidé de faire le lancement mondial en France. Parce que, alors je sais que vous n'êtes pas partisan de se dire que la France est le pays des droits de l'homme, mais en tout cas, la France est un pays où les droits fondamentaux sont reconnus de longue date et sont soumis à une énorme pression. Elle est depuis longtemps considérée comme un pays qui fonde ses valeurs nationales sur les droits humains, mais avec l'état d'urgence, on a un petit peu basculé. Et la France est également un pays que le monde entier observera attentivement pour voir si la propagation de la politique de diabolisation se poursuit en 2017. Il s'agit du pays qui a offert au monde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce texte, donc, je vais vous donner une citation, mettait en garde contre le fait que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements.